Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous propose Le temps des féminismes avec Michel Perrault et Eduardo Castillo, animé par Adélaïde Zeyer et enregistré le samedi 2 septembre 2023 au Casino de Morges. Bonjour. Bonjour, bienvenue à toutes et tous au livre sur les quais, dans le cadre de ce magnifique Casino de Morges, pour une rencontre très attendue entre Michel Perrault et Eduardo Castillo, auteur et co-auteur de l'ouvrage Le temps des féminismes, paru en janvier 2023 aux éditions Grasset. Alors j'aurai l'honneur et le plaisir d'animer cette discussion. Pour me présenter très brièvement, je m'appelle Adélaïde Zeyer, je suis conservatrice du patrimoine et je dirige actuellement le tout voisin Château de Morges, un musée cantonal dédié à l'histoire militaire suisse. Alors, cher public, avant de lancer les discussions, permettez-moi de saluer et remercier très chaleureusement Michel Perrault et Eduardo Castillo pour leur présence aujourd'hui. Je vous demande de les applaudir. Merci. Michel Perrault, je suis personnellement très émue de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes une très grande figure des sciences historiques, une pionnière dans l'histoire des femmes, auteur d'ouvrages qui ont fait date dans ce domaine, comme Histoire des femmes en Occident avec Georges Duby en 1991, ou bien encore Les femmes ou les silences de l'histoire en 1998, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez également et surtout fondé en 1973 à l'Université de Jussieu à Paris un premier cours sur l'histoire des femmes, intitulé avec audace « Les femmes ont-elles une histoire ?» Dans l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, avec Eduardo Castillo, vous proposez un survol lucide et émouvant de votre propre histoire, de votre propre cheminement, et vous esquissez les réponses et les réflexions qui ont rythmé vos travaux de recherche sur ces femmes jusque-là oubliées, jusque-là restées invisibles. Michel Perrault, vous êtes accompagné aujourd'hui d'Eduardo Castillo, écrivain et journaliste, avec lequel vous avez formé le projet de cet ouvrage. Eduardo Castillo, vous êtes né au Chili, et dans les années 1980, vous avez été à l'université de Jussieu à Paris, l'un des fervents étudiants de Michel Perrault. Depuis, vous n'avez jamais rompu le fil, et au printemps 2021, vous menez une série d'entretiens avec elle. Ce livre, Le temps des féminismes, résulte de vos discussions, de vos entretiens sur l'histoire des femmes et du féminisme. Une histoire qui a pris son essor, mais qui reste encore aujourd'hui, évidemment, inachevée. Pour lancer la discussion entre vous, parce que c'est le but aujourd'hui, j'aimerais peut-être, pour commencer, que vous nous parliez de ce mot de féminisme, un mot à la fois beau et mystérieux, peut-être galvaudé aussi parfois. Féminisme avec ou sans S, ce qu'il signifie pour vous profondément, et à partir de quand il a pris un sens particulier pour vos travaux. Féminisme, d'abord merci. D'abord merci de ce que vous avez dit, merci de votre présence. Le mot féminisme est récent. Il est né en France à la fin du XIXe siècle. Et d'abord avec un mot péjoratif. Cela voulait dire la maladie des hommes efféminés. C'est ça, d'abord, le féminisme. Alexandre Dumas fils, qui avait employé ce mot, le revendiquait comme ça. Et puis, une féministe, alors avant l'heure, Hubertine Auclair, une Parisienne, une petite femme, pas très grande, qui avait des grands chapeaux à plumes, qui faisait très femme 1900 finalement, a dit « Mais féminisme, moi ça me va, je le suis ». Et du coup, elle s'est revendiquée comme féministe en revendiquant le féminisme. Et à ce moment-là, le mot a pris son essor, et un essor fulgurant, vraiment fulgurant. Parce qu'on peut dire qu'en 10-15 ans, tout le monde l'employait, absolument. Particulièrement en France. Les Anglaises, les Américaines disaient plutôt « women movement »,« women's study », etc. Tandis qu'en France, féminisme, c'était très très important. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Le sens qu'il a encore aujourd'hui, la lutte pour l'égalité, l'égalité des droits. C'était ça. Avoir l'égalité des droits. Ne pas oublier qu'au moment où Hubertine Auclair se revendique comme féministe, les femmes n'ont évidemment pas le droit de vote.
hein. Elles sont sous le régime du Code civil Napoléon, qui fait que dès qu'une femme se marie, elle perd à peu près, sauf il y a des contrats, naturellement, elle perd dans la communauté tous les droits sur ses biens, c'est pas elle qui décide du domicile, ni de l'éducation des enfants, etc. Donc, c'est une époque où les femmes n'ont pas de droits, ou très peu. Donc, le féminisme, c'est la revendication des droits, égalité avec les hommes, et puis la liberté aussi, hein, le droit à la liberté. Beaucoup de femmes se sentaient complètement enfermées. Voilà, par conséquent, le mot féminisme. Alors ensuite, les usages du mot féminisme suivent un petit peu l'histoire même du mouvement. Il y a des moments où, les années 70 par exemple, le mot féminisme est éclatant. Et puis, quelques années plus tard, je dirais 20 ans après, il y a un peu de recul, on ne veut pas trop se proclamer féministe, on a peur de ne pas être séduisante, etc., etc. Et à l'heure actuelle, dans les jeunes générations, le mot féminisme a le vent en poupe, tout à fait, il est très, très employé, mais il faut dire aussi qu'il est plus large, et d'ailleurs le sens de notre titre, le temps des féminismes, signifie aussi que nous souhaitons, nous constatons et nous souhaitons cette diversité des féministes dont nous allons peut-être parler. Donc, au fait, lorsqu'on a eu l'idée de faire ces livres, justement, ce que vient de dire Michel est rentré en ligne de compte. Moi, de mon côté, lorsque j'ai lui fait la proposition, d'ailleurs, j'étais passé par l'éditeur avant, on avait parlé est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? J'ai dit, ce serait quand même pas mal de faire un livre avec Michel Perrault. Et je ne lui avais même pas posé la question. Donc, elle a accepté rapidement. Non, mais c'est étonnant. Je me suis aperçu que dans la presse, dans les médias en général, et même aussi dans l'opinion publique, et il y avait quand même pas mal, des malentendus peut-être, parce qu'on disait, il a 50 ans, les féministes étaient des femmes bien, étaient presque gentilles, demandaient presque les choses poliment. Et tandis que les féministes aujourd'hui sont très violentes, vindicatives et tout. Et au fait, il fallait, à mon avis, faire quelles étaient les continuités, les différences, et aussi les combats qui sont partagés il y a 50 ans et aujourd'hui. Et au fait, au fil des conversations avec Michel, on s'est aperçu qu'il fallait aller vraiment très, très, très loin dans l'histoire, et parfois dans la préhistoire, pour comprendre toute cette évolution. Et aussi faire la différence aussi entre les revendications féministes et aussi l'histoire des femmes. Comment est-ce que l'histoire du féminisme rentrait dans l'histoire des femmes? Et pour moi, tous les paris étaient celui-là, et voir aussi comment les combats d'hier sont encore importants aujourd'hui, et comment, parfois, peut-être, on ouvre de nouvelles pistes. C'était important de parler de l'histoire, mais aussi parler des combats d'aujourd'hui et des combats à venir. Merci beaucoup. Une partie de ma question, c'était aussi comment est-ce qu'on devient féministe, hein? C'est quelque chose que vous abordez dans votre ouvrage. On ne l'est pas féministe, on le devient. Donc, quel est votre cheminement sur ce sujet? Quel a été votre cheminement, bien sûr? Très curieusement, je n'étais pas tellement féministe quand j'avais 20 ans. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais un père qui était... Le mot féminisme l'aurait fait probablement rire. Hein. Il n'aimait pas trop ces mots-là. Mais il l'était. Hein. Et il l'était tout à fait. Il se trouve que j'étais fille unique. Il aurait probablement eu envie d'avoir un garçon. Mais du coup, il m'a traité, de ce point de vue, comme un garçon. C'est-à-dire... vas-y, et naturellement ça va de soi, qu'il faut que tu travailles, que tu fasses des études, que tu ailles aussi, conduis une voiture, fais du sport, voilà, pour lui, il n'y avait aucune différence, hein. Il n'y en avait aucune. Et du coup, ma mère approuvait tout à fait cela, hein. Mais il faut dire aussi que dans ces années-là, les années 50, c'est vieux tout ça, c'est quand même les hommes qui sont encore détenteurs du pouvoir. Autrement dit, c'est quand même la vie du père qui est, dans ces milieux de moyenne bourgeoisie, encore très très important. Donc,
je n'ai pas eu de problème. J'avais fait mes études c'est un peu compliqué tout ça, dans un collège religieux, hein, parce que ma grand-mère avait trouvé que mes parents étaient pas suffisamment pieux, certainement, pour me faire ma communion. Donc, j'ai fait toutes mes études là. J'étais un peu anxieuse d'arriver à la Sorbonne. Je me disais, j'ai certainement pas le niveau. Hein. Je suis sûrement pas au niveau. J'ai bossé, hein, vraiment, j'ai bossé beaucoup. Mais la Sorbonne de ces années était une Sorbonne extrêmement ouverte, où entre les garçons et les filles, il n'y avait pas de problème. Hein. C'était très égalitaire. Il y avait à cette époque beaucoup moins de filles que de garçons, quand même. Hein. C'était de l'ordre de 2/3, 1/3. Mais bon, il y avait des garçons de toutes sortes, mais on pouvait en trouver des très sympas, hein, tout à fait. Les profs, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'étais très attiré par l'histoire économique et sociale. Il y avait un grand professeur qui s'appelait Ernest Labrousse, qui a été l'introducteur en France de l'histoire économique et sociale. À ce moment-là, maintenant ça paraît très très ordinaire, mais à cette époque c'était quelque chose de très très nouveau. Alors ça m'avait absolument passionné, et quand le moment, on faisait, au bout de 4 ans, on faisait ce qu'on appelait une maîtrise, c'est-à-dire une année de recherche. Je suis allé trouver le professeur Labrousse, qui m'a fait un très très bon accueil. Je lui ai dit d'ailleurs, il m'a dit, mademoiselle, sur quoi voulez-vous travailler ? Et je lui ai dit, monsieur, je ferais bien quelque chose sur le féminisme. Je lui ai quand même dit ça, vous voyez, ça me trottait quand même un peu dans la tête. Il m'a regardé gentiment. Oh, il m'a dit, mademoiselle, vous ne ferez pas carrière avec ça. Bon, monsieur, alors il me dit, ça vous intéresserait de travailler sur les grèves ? J'ai un beau sujet sur les grèves. Oui, monsieur, bien sûr, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et nos rapports ont commencé comme ça. Il a été extrêmement content de mon travail. Et après, il n'a cessé de me dire, mais mademoiselle, puis madame, puisque je me suis marié, il faut faire une thèse, il faut continuer. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, n'ayant pas rencontré personnellement d'obstacles particuliers, tout en étant consciente, malgré tout, que la question des femmes existait, il ne faut pas oublier, 1949, je suis étudiante et le deuxième sexe paraît. Hein, je l'ai lu tout de suite. Pas à fond, parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire, mais j'ai été absolument ébloui par le personnage de Simone de Beauvoir. Pour moi, elle a été un modèle, absolument, à tout point de vue. Le travail, l'écriture, la voiture qu'elle conduisait hardiment, les amours libres, les amours essentiels, les amours contingents, la liberté, par conséquent. Oui, pour moi, ça a été un véritable modèle. Voilà. Donc, tout ça explique que, certes, j'étais sensible au féminisme, en voilà un exemple, mais je n'avais pas de revendication particulière. C'est plus tard que je suis devenue féministe, le mouvement des années 70. Et ce qui vient de raconter, pardonnez-moi, et Michel Perrault est tout à fait essentiel dans le sens que dans les livres, on a essayé de poser certains jalons aussi. Là, elle parle de son expérience personnelle à la Sorbonne, à les années après-guerre, mais aussi on voit à travers les livres les premières fois des différentes femmes, des différents métiers, accès aux métiers, la première femme à avoir eu accès au bac, la première femme qui a été avocate, la première femme qui a été médecin, donc des choses comme ça, et même, par des années 60, on a oublié souvent, et Michel l'explique très bien dans le livre, jusqu'à 1965, en France, tout au moins, il fallait la permission du mari pour avoir un carnet d'échecs. Et c'est hier, c'était pas avant-hier. Donc, et voilà, et c'est important d'avoir posé tous ces jalons. Et aussi, il a des aspects, par exemple, après, Michel explique très bien, c'est l'historienne, c'est moi, je pose des questions simplement. Après guerre, Première Guerre mondiale, il y a des femmes qui ont commencé à s'habituer à travailler aussi. Et parce que les maris étaient partis à la guerre, mais on les a renvoyés dans leur foyer. Donc, à ce moment-là, il a des revendications qui naissent, et aussi
des aspects très différents, comme l'égalité au salaire, l'égalité politique, et plein de choses comme ça qui jalonnent tous les mouvements des femmes, et à des moments très différents aussi, qui coïncident aussi avec les évolutions politiques du pays, et aussi au niveau universel, parce que Michel Perrault n'a pas dit, et vous pouvez l'expliquer peut-être aussi, qu'en 1991, comment on dit 91, c'est en Suisse qu'on a trouvé les titres du livre. Vous pouvez expliquer ça, Michel, peut-être, sur les femmes en Occident, oui. Oui, mais pas d'autres livres. Non, l'histoire des femmes en Occident. Oui, bien sûr. Histoire des femmes en Occident, donc c'est venu à l'origine d'une proposition d'un éditeur italien. Hein, pour ça, je salue beaucoup les Italiens, s'il y en a dans la salle, salut. La Terza. La Terza avait traduit en italien l'histoire de la vie privée, Storia della vita privata, dirigée par un grand historien, Georges Duby, et un autre grand historien, Philippe Ariès. Et ça avait donné l'idée à la Terza, c'est d'ailleurs très intéressant comme liaison, on fait l'histoire de la vie privée, pourquoi on ne ferait pas une Storia della donna, hein, Storia della donna. Et il en parle à Duby. Alors Duby dit, bon, bah oui, bien sûr, pourquoi pas, mais ça, il faut en parler à Michel Perrault. Je travaillais beaucoup avec lui à ce moment-là, et il savait tout ce qu'on pouvait faire là-dessus. Alors, moi, je me réfère à mes copines, hein, on était tout un petit groupe, et qui commencent par me dire, oh là là, non, on a autre chose à faire, ça va être un truc gigantesque, énorme, etc. Bon, enfin, je passe sur les débats, on accepte. Donc, histoire des femmes, pas della donna, pas della donna, delle donne, le pluriel. Et voilà, on s'en va avec ça. Et à Genève, 1 ou 2 ans après, le bruit avait couru par l'université que ce projet était en cours, ce qui était très neuf à l'époque. Donc l'université de Genève nous a invités, Pauline Schmitt. Pauline Schmitt est une spécialiste de l'Antiquité remarquable. Elle a dirigé le tome 1 de l'histoire des femmes, histoire de l'Antiquité, et toutes les deux, on est venu à Genève présenter ce projet qui était en cours, presque en voie d'achèvement tout de même. Et dans la discussion, un jeune homme se lève et nous dit, c'est très bien ce que vous dites, mesdames, c'est très bien, mais vous parlez d'histoire des femmes. Est-ce que vous croyez que vous représentez toutes les femmes ? Bah, on lui dit non. Ben, vous représentez les femmes en Occident. Oui, d'accord. Alors, Pauline Schmitt et moi, remontant dans notre hôtel, qui était dans la haute ville, on s'est dit, mais il a raison ce garçon, il a raison. Et le lendemain, on téléphone à Duby en lui disant, écoutez, nous pensons qu'il faut appeler ça histoire des femmes en Occident. Voilà. D'abord, c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas capables de faire autre chose. Comment pourrions-nous, nous, écrire l'histoire des femmes japonaises, l'histoire des femmes africaines? De toute façon, les travaux étaient presque inexistants à cette époque-là. Hein. Donc, c'est pas à nous de le faire. Nous ne pouvons pas le faire, et c'est pas à nous de le faire. Donc, du coup, histoire des femmes en Occident. Et c'est comme ça que, vous voyez, chaque mot d'un titre répond à quelque chose. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant, on pourrait faire beaucoup de choses là-dessus, les titres. C'est pour ça que les auteurs, et il y a beaucoup d'auteurs ici, réfléchissent beaucoup au titre, parce que le titre, c'est le premier contact. C'est la première apparition d'un livre. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Michel Perrault. Vous avez brièvement mentionné le fait que les études balbutiantes ou inexistantes sur l'histoire des femmes étaient considérées comme légèrement subalternes peut-être ou moins importantes. Comment est-ce que vous avez pris conscience de cela, de cette béance qui était finalement acceptée de tous et de toutes, et comment vous avez été le fer de lance pour battre en brèche cette idée reçue et construire cette légitimité de l'histoire des femmes dans les sciences historiques ?
Alors, le silence que vous venez d'évoquer était en effet immense. Hein, et le mouvement des années 70, je ne vais pas vous le raconter, vous connaissez au moins, en gros, hein, c'était le mouvement pour le droit à l'avortement et un accès véritable à la contraception. Car certes, la loi de 67 avait en France reconnu, préconisé même, ce droit à la contraception. Mais, quand on allait dans une pharmacie, quand une jeune femme allait dans une pharmacie pour demander un produit contraceptif, elle se faisait un petit peu regarder de travers. Hein. Donc, il y avait vraiment beaucoup à faire, et le mouvement des années 70-75, que je ne vais pas vous raconter, mais c'est les grands procès de Bobigny avec Gisèle Halimi, après le procès d'Aix-Marseille, etc. Ça, c'est autre chose. C'est ce mouvement-là qui, en ce qui me concerne, m'a véritablement rendu féministe. À ce moment-là, je me suis sentie évidemment totalement solidaire de ce mouvement, et j'ai milité à la base, hein, tout à fait, les manifs, tout ce qu'on avait à faire, etc. Et puis, je me suis dit, mais c'est très bien ça, après tout, mais qu'est-ce que je raconte sur les femmes dans mes cours? Rien. Hein, je faisais plutôt des cours d'histoire sociale, j'avais un cours sur les ouvriers en France. Alors je parlais un petit peu des ouvrières, un petit peu comme ça, mais dans les marges. Et quand je relis même la thèse que j'ai faite sur les ouvriers en grève, je consacre quelques pages aux femmes dans les grèves et aux femmes de grévistes. Et ça se termine par la phrase suivante: exception, pour les femmes qui ont milité, dans un univers de défaite et de soumission. Eh bien, quand je relis ça, je ne suis pas très fier de moi. Hein, parce que peut-être c'est vrai, mais peut-être que j'aurais pu le discuter. Par conséquent, c'est comme ça, c'est cette espèce de prise de conscience liée au mouvement auquel je participais, de libération des femmes, qui m'a amené à réfléchir sur ce que je faisais comme historienne. Et alors, vous l'avez rappelé, Eduardo, proposition en 73, des femmes ont-elles une histoire? Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que je me suis trouvé là à un bon moment. Voilà, j'ai prof à Paris 7, j'avais donc le pouvoir de faire quelque chose. Hein. Ça, c'était bien. Mais mon initiative a été réduite. Enfin, je veux dire à ça, d'autres l'ont fait. Hein. Je pense à une de mes collègues, Yvonne Kibieler, à Aix-Marseille. Je pense à Orlande Trempé, qui a été professeur à Toulouse, etc. Il y avait plusieurs universités où des initiatives identiques se sont prises. Autrement dit, il y avait dans la société française à ce moment-là, et dans l'université, qui est, dans la mesure où elle est liée à la société française, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, on avait cette chance, il y a eu cette espèce de question qui a traversé, et quelques personnes, dont j'ai été, mais je ne suis pas la seule, ont dit, on relève le défi, on le fait. Voilà, et c'est comme ça. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, Eduardo, vous n'étiez pas encore mon étudiant à cette époque-là, vous êtes arrivé un petit peu après, je crois, mais quelques années, certainement, et ça a eu beaucoup de succès. Hein. Ça a eu un drôle de succès. Je me souviens du premier cours, le tout premier. Hein. Le tout premier cours dans l'université Jussieu où j'étais, ça a été une espèce d'événement. Hein. Tout le monde en parlait de ce cours, tout le monde en parlait. Il y avait foule. Oh, c'était pas une salle comme ça, c'était beaucoup plus petit que ça. Mais il y a les filles, les étudiantes enthousiastes, les garçons critiques. Hein, critiques. Parce que l'université Jussieu était plutôt une université assez gauchiste. Alors les garçons étaient, pour eux, ce qui comptait, c'était la révolution. Hein. On était après 68, mais ils ne perdaient pas l'espoir qu'on allait pouvoir recommencer. Et du coup, les femmes, les histoires de femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire là? Ça va nous détourner, ça va détourner les femmes de la Révolution. Et je me souviens que à ce premier cours,
j'avais demandé à André Michel, peut-être que vous la connaissez un petit peu, c'est une femme, elle a plus de 100 ans maintenant, elle vit toujours André Michel, et elle a été une des premières sociologues à parler des femmes en sociologie. C'était pas beaucoup plus avancé qu'en histoire, peut-être un petit peu. Et j'avais demandé à André de venir pour faire le premier cours. C'était drôle comme tout. Elle est venue avec son mari. Hein, et son mari était là, tout à fait intéressé, etc. Et quand elle a eu terminé, il y a des étudiants qui ont levé la main. Je me souviens, il y en avait un, il était assis, parce qu'il y avait plus de chaises, il y avait tellement de monde qu'il y avait des gens absolument partout. Alors, il y en avait un qui était avec une très jolie blonde, qui avait des grands cheveux comme ça, il lui caressait les cheveux, comme ça. Et il lui dit, « Madame, vous avez parlé de modèles. » Oui, parce que André Michel, elle avait fait quelque chose sur les modèles de la famille. Modèles de la famille. Mais, madame, vous avez parlé de modèles, mais des modèles, nous, on n'en veut plus. Et André Michel, très calme, de lui dire, mais modèle, ça a un sens sociologique. Ça veut dire des types. Hein, c'est pas du tout un exemple que l'on vous donne. C'est des formes de la famille. Bon, alors il a accepté. Un deuxième qui lui dit, madame, vous avez parlé de ceci. Et l'orgasme, qu'est-ce que vous en faites? Alors, André Michel ne se démonte pas. Elle regarde gentiment son mari. Elle lui dit, écoutez, c'est très bien. L'orgasme, c'est très bien, mais c'est pas mon sujet. Vous voyez, il y avait ambiance. Hein, il y avait ambiance. C'est très intéressant ce que vous évoquez finalement. C'est un mouvement collectif, une lame de fond qui se levait. Et j'imagine qu'il y avait également une forme de sororité très importante entre vous et vos collègues historiennes. Et comment est-ce que vous travailliez entre vous et comment est-ce que vous construisiez ensemble ce mouvement finalement? Il y avait beaucoup de solidarité entre les historiennes. Ça alors, quelque chose que j'ai peut-être jamais retrouvé plus tard. Pauline Schmitt, Christiane Clapiche, qui est une grande médiéviste, Arlette Farge, que tout le monde connaît, Françoise Thébault, grande spécialiste de la guerre 14-18. D'ailleurs, elles ont enseigné en Suisse à plusieurs reprises, plusieurs de celles-là. On était vraiment une équipe, on faisait des séminaires pour nous. C'est-à-dire qu'on était consciente qu'on ne savait rien, voilà, hein, que les Américaines étaient beaucoup plus avancées que nous. Et dès qu'il y en avait une, je pense à Pauline notamment, qui avait passé une année à Princeton, je crois, on lui dit, Pauline, tu nous ramènes, hein, tu nous ramènes des bouquins, tu nous ramènes des références, etc., etc. Et on se partageait le travail, on lisait, on se faisait des comptes rendus, et on comblait nos lacunes, on essayait de s'approprier un savoir comme ça. C'était formidable. C'était absolument... j'ai jamais vécu... Enfin, il y a longtemps que j'avais pas vécu une période de travail collectif comme ça. Hein. C'était vraiment tout à fait intéressant. Alors, donc, entre nous, vraiment une grande solidarité. Et quand on a écrit, alors, l'histoire des femmes en Occident, dont j'ai parlé tout à l'heure, Pauline Schmitt a dirigé l'histoire ancienne, Christiane Clapiche, le Moyen-Âge, Arlette Farge, avec Nathalie Zemon-Davis, parce que on respectait beaucoup Nathalie américaine, le volume moderne, Geneviève Fraisse, qui était dans notre groupe, et moi, on a dirigé le 19e, et Françoise Thébault, le 20e. Donc, on s'était réparti ce travail collectif. Donc, là, ça prolongeait notre travail de recherche, d'appropriation, par un travail... Alors, dans cette histoire des femmes en Occident, il y a 70 collaborateurs au total. Hein, à peu près, je dirais, 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. Largement plus de femmes. C'est pas du tout qu'on refusait les hommes, hein, pas du tout. Mais les femmes avaient travaillé là-dessus, et pas encore les hommes, beaucoup. Donc, voilà, on a réussi à mener ça
à son terme. Donc pour nous, ça a été vraiment des moments extrêmement forts. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous disiez de la sororité. Il ne faut pas non plus... Là vraiment, j'ai jamais revécu une chose pareille. Mais la sororité, pas toujours dans le mouvement des femmes. Hein, pas toujours. Il faut aussi voir qu'il y avait, alors dans le féminisme de l'époque, il y avait des tendances différentes. Il y avait des courants différents. Et il y avait notamment un peu une ligne, si on peut dire, entre les universalistes, beauvoiriennes, plutôt, hein, voilà, et les différentialistes, qu'on appelait aussi essentialistes, qui disaient l'égalité c'est très bien, mais si on veut l'égalité, on va copier le modèle des hommes, on va vouloir ce que veulent les hommes, on va faire comme les hommes. Nous voulons réfléchir à notre identité de femme, à notre situation de femme, à tout ce que les femmes peuvent apporter. Il faut s'enfoncer, au fond, dans la féminité pour véritablement la réaliser. Eh bien, sur ce plan-là, nous n'étions pas d'accord. Voilà. Et il y avait des discussions, mais épiques, entre nous. Généralement, les historiennes étaient universalistes. Hein. Leur culture faisait que... Comme les sociologues, d'ailleurs. Mais par contre, les psychanalystes, psychologues, psychanalystes, et les littéraires étaient beaucoup plus essentialistes. Par exemple, réfléchir à ce qu'est l'écriture féminine. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une écriture féminine? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que les femmes sont différentes, pourquoi? Comment? Voilà, il y a beaucoup de questions passionnantes qui se posent à ce sujet. Et d'ailleurs, vous vous situez du côté vous parlez d'intersection aussi, c'est important de savoir, il faut se mettre au milieu, essayer de voir, avoir toutes les ouvertures. Donc, faut-il choisir, et c'est un peu les sujets du livre, à un moment donné, de voir comment est-ce que une universaliste et quelqu'un qui parle d'essentialisme peuvent se retrouver et faire des ponts. Et une historienne, et vous racontez ça dans les livres, doit se poser des questions. Une femme aujourd'hui, une femme noire, c'est pas la même chose qu'une femme blanche. Et comment est-ce qu'on peut trouver un dialogue et trouver aussi des pistes communes? Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez aussi remarqué ça aussi dans les livres, non? Oui. Je vais répondre à vous et peut-être à vous aussi. Mais vous voyez, Eduardo, là, qui est là, c'est lui qui est à l'origine du livre. Je ne l'aurais jamais fait s'il ne me l'avait pas demandé. Et vous avez fait, Eduardo, un travail de questionnement formidable. Là, vous me posez des questions, mais tout au cours de nos 14 entretiens de presque 2 heures chacun, à peu près, vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors, pour revenir à celle que vous posez là, oui, comment concilier les deux? Comment concilier ces approches? D'abord, peut-être en les historicisant. Regarde, quand un concept apparaît, quand une question apparaît, il faut d'abord se demander pourquoi on emploie ce mot, d'où il vient et qu'est-ce que ça veut dire, hein, avant de dire « oh là là, je ne suis pas d'accord », il faut d'abord se poser la question. Et puis vous avez posé la question de l'intersectionnalité. Dans les nouveaux mots d'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux mots, et c'est normal. Chaque période d'un mouvement suscite son vocabulaire. L'intersectionnalité, moi je suis pour. Je suis pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous venez de le dire, Eduardo, c'est croiser ensemble plusieurs variables. Hein. Qu'est-ce que fait un scientifique de n'importe quelle branche, sinon cela, hein? C'est-à-dire femme, d'accord, mais bourgeoise, paysanne, ouvrière, c'est pas la même chose. Chinoise, africaine, suisse, française, c'est pas la même chose. Autrement dit, l'intersectionnalité, c'est poser des questions en croisant ces variables pour, au fond,
lutter un peu contre l'essentialisme, justement. C'est pas une attitude essentialiste, ça. C'est une attitude beaucoup plus universaliste, en effet, qui consiste à essayer de comprendre les différentes données pour analyser une situation. Alors après ça, il y a beaucoup de discussions qui s'ouvrent, évidemment, mais je pense que c'est assez facile à comprendre, enfin, il me semble. Moi, j'aimerais, j'ai une formation d'historienne, et le travail fondamental de l'historien, bien sûr, c'est d'étudier les sources, de les croiser aussi, de les confronter. Et ce que vous mentionnez dans votre ouvrage, bien sûr, c'est ce bouillonnement intellectuel et qui se heurte aussi à des sources qui n'ont jamais été étudiées ou qui n'existent pas. Ou voilà, explorer d'autres types de sources que celles qui étaient utilisées ordinairement pour les hommes. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail sur les sources difficiles, ardues et perpétuelles, évidemment? Alors, d'abord, il faut croire que c'est possible. Hein. Tout dépend, en histoire, comme dans beaucoup de choses, de la question. Si vous ne posez pas une question, vous ne voyez rien. Hein. Et ça, c'est valable pour les femmes, comme c'est valable pour quantité de sujets. Hein. Je ne fais aucune comparaison, mais aujourd'hui, les jeunes historiens s'intéressent beaucoup à l'histoire des animaux. Hein, je ne fais aucune comparaison. Bien entendu. Et bien, cette question-là, dans ma génération, on ne la posait pas. On ne la posait pas du tout. Donc, les questions sont très importantes. Quand vous posez une question, alors vous allez vous demander où vous trouvez les choses. Si vous êtes déjà historien, alors vous connaissez déjà un petit peu le maniement des sources, vous allez vous dire où est-ce que je trouve les femmes, par exemple, dans les actes de mariage. Hein. On peut faire une étude des actes de mariage, on peut faire une étude des grandes sources démographiques, des notaires, etc. Enfin, il y a des quantités de choses. Et puis, en dehors des sources classiques, on ne va pas en parler ici, vous allez aussi vous poser la question, qu'est-ce que les femmes ont produit, elles, hein, comme source? Et par exemple, pour le 19e siècle, je parle que de cela pour l'instant, les femmes ont beaucoup écrit de correspondance. Hein. Elles étaient dans les familles, souvent celles qui écrivaient aux enfants qui sont au collège, au mari qui est parti dans ses affaires, etc. Donc, si on se pose... Ces sources n'étaient pas considérées, hein, au point même qu'elles étaient la plupart du temps détruites. Mais elles le sont quand même beaucoup moins depuis 30 ans, mettons, 30-40 ans. Donc, ce type d'archives privées, hein, dit beaucoup de choses sur les femmes. Et on a en effet, depuis 30-40 ans, je pense à quelqu'un comme Philippe le Jeune, un grand monsieur, qui a beaucoup travaillé sur le journal intime. Et il a même fait un bouquin, le journal des demoiselles. Hein. Pourquoi le journal des demoiselles? Parce que au XIXe siècle, on poussait les jeunes filles, notamment leurs directeurs de conscience, à écrire leurs journaux pour se discipliner. Et ces journaux ont souvent été détruits. Détruits, même la plupart du temps, par les femmes elles-mêmes. Elles se marient, elles trouvent que c'est ridicule, elles détruisent. Mais enfin, il en reste. Hein. Et à partir du moment où on les cherche, on va en trouver un certain nombre. C'est un deuxième exemple de source. Autrement dit, poser la question, interroger les sources classiques, trouver des sources nouvelles, et à ce moment-là, vous vous apercevez que les chemins sont absolument considérables, y compris sur des choses, sur des personnes et des choses sur lesquelles on ne s'imagine pas qu'on va trouver quelque chose. Hein. Très brièvement, j'ai écrit un petit bouquin sur une ouvrière, Lucie Beau, peu importe, que je connaissais parce qu'elle avait écrit 15 pages, publiées dans une revue des années 1900, sur sa vie. Exceptionnel. C'est rarissime qu'une ouvrière, et probablement même la question de l'écriture du texte se pose nécessairement. Est-ce que c'est elle qui l'a écrite, des journalistes qui l'écrivent? Enfin bon, je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais toujours est-il que, ayant décidé à la suite de démarches diverses de travailler sur elle, je suis
allé sur les lieux où elle a vécu, et grâce aux gens que j'ai rencontrés, j'ai retrouvé les lieux où elle avait habité, les usines où elle avait travaillé, ses descendants, sa tombe, et des tas de choses. Autrement dit, quelqu'un d'absolument presque inconnu au départ, sauvé tout de même par l'écriture, et à ce passage, il faut dire combien l'écriture est quelque chose d'essentiel. Hein. Qui écrit ne sera pas oublié. Quand on cherche, on trouve, en somme. Voilà. Pas tout. Pas tout, bien entendu. Et il y a des lacunes énormes, hein. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Et il faut dire d'un mot que ce que nous ne savons pas sur les gens qui nous ont précédés et dont nous venons, hein, est infiniment plus important que ce que nous savons. Nous sommes adossés à l'obscurité. Voilà. Et tout ce que les historiens peuvent faire, c'est d'ouvrir quelques voies, quelques chemins pour faire émerger un petit peu des gens de l'obscurité. Mais c'est vrai que l'obscurité nous environne. D'ailleurs, plus on se rapproche de notre époque, plus les sources sont nombreuses et variées, et plus on s'éloigne, plus les sources deviennent difficiles et parcellaires. Et finalement, le titre de l'ouvrage, vous avez mentionné l'importance du poids des mots, le choix des titres, le temps des féminismes, donc un féminisme pluriel, mais le temps des féminismes. Donc, est-ce que ça suppose, je ne le pense pas, mais est-ce que ça suppose que vraiment vous considérez le féminisme comme étant vraiment une notion très moderne? Et qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir avant? Est-ce qu'il y a pu y avoir d'autres temps des féminismes, mais exprimés forcément différemment qu'aujourd'hui ou qu'au XXe siècle? Oui, on pourrait répondre que le féminisme sans le mot a toujours existé. Il y a toujours eu que des femmes que nous appelons féministes et qui ne se l'appelaient pas comme ça, mais qui étaient des femmes qui n'acceptaient pas, hein, qui refusaient des choses qu'elles considéraient comme injustes. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, ce qui est très intéressant dans l'histoire des femmes, c'est justement d'essayer de retrouver ces gens obscurs dans les familles, en dehors des familles, qui ont posé un acte un petit peu différent. De ce point de vue-là, l'histoire des femmes est un petit peu différente de l'histoire des hommes, parce que les hommes dans le public, vous en trouvez quand même beaucoup. Bon, et donc ces femmes, nous les appelons féministes, elles ne s'appelaient pas féministes, mais on les voit, et on les voit d'autant plus que tout de même le mouvement devient plus collectif avec le temps. Par exemple, si vous prenez, mais il y a longtemps, si vous prenez le XVIIe siècle, hein, pas d'aujourd'hui, les précieuses dont on s'est tellement moqué, nous pouvons les appeler féministes. Nous. Hein. C'était des femmes qui disaient le langage est fondamental. Et elles se battaient d'une certaine manière pour que le féminin soit reconnu dans le langage. Elles se battaient pour le droit à écrire. Hein. C'était quand même... Alors c'était des femmes de la société aristocratique ou de la grande bourgeoisie. Mais il ne faut pas s'étonner que ce soit au point de départ souvent des femmes de milieux cultivés et privilégiés qui commencent par protester. On ne peut que les remercier d'avoir fait ça, bien entendu. Donc, si vous voulez, le féminisme tel que nous l'entendons maintenant, hein, il s'organise véritablement à partir du XIXe siècle. C'est à ce moment-là, la démocratie balbutiante, hein, après la Révolution française, s'organise, et à ce moment-là, les femmes deviennent de plus en plus conscientes des frontières qui leur sont imposées. Tout à l'heure, Eduardo a parlé de l'instruction, mais il ne faut pas oublier que, étant donné qu'on voyait les rôles des femmes comme ceux des hommes différents, on ne donnait pas aux femmes la même instruction qu'aux hommes, bien entendu, ça va de soi. Donc, devenir bachelière, accéder à l'université, ça supposait des bagarres absolument incroyables. Ça, alors là, et à ce moment-là, on voit des femmes beaucoup plus collectives, en groupe, qui commencent à dire « et nous ». Voilà. Et sans parler de la création artistique, parce que les femmes, a priori, étaient soi-disant incapables de pouvoir créer aussi, et vous montrez ça aussi très bien dans les livres.
Oui, donc, et c'est important aussi de voir que depuis toujours, les femmes ont créé, et on a vu aussi, dans les livres, on parle à un moment donné, par exemple, des paléanthropologues, qui est Pascal Pic, et on voit aussi que, même avant l'écriture, il a des femmes qui créent, et aussi, on peut trouver les traces. Il n'a pas simplement les traces écrites, il a des traces artistiques aussi qu'on peut trouver, et c'est quelque chose d'important qu'on a aussi voulu montrer dans les livres. Absolument. Et vous mentionnez maintenant tout à l'heure Pascal Pic, qui est un anthropologue et qui lui travaille il a écrit un bouquin qui s'appelle Et l'évolution créa la femme. Et je vous le disais peut-être ailleurs ou tout à l'heure, il montre comment dans l'espèce Homo étaient les rapports hommes-femmes. Et il estime d'ailleurs que c'est beaucoup moins bien que chez les grands singes, etc. Mais Eduardo a tout à fait raison. Si on regarde, alors la préhistoire, on a analysé, pendant longtemps, on a regardé les traces des mains. Et on n'a pas posé la question du sexe des mains. Or, les mains ont un sexe. Et les moyens de détection, les moyens d'analyse récents ont permis de montrer qu'il y avait des mains de femmes. Et que, par conséquent, dans ces rites dont nous ne connaissons pas évidemment le sens, ces mains apposées sur les grottes préhistoriques qu'on a découvertes, il y avait des hommes, des femmes et des enfants aussi. Donc, Eduardo a entièrement raison. Il n'y a pas que l'écrit, même si l'écrit est très important. Il y a toutes les traces de tous ordres. Il y a les objets. Et ça, on n'en a pas du tout parlé. Mais les objets, c'est particulièrement intéressant. Parce que le monde des femmes a souvent été un monde de choses, un monde d'objets. Dans une chambre, dans un atelier, et rien que de regarder les objets, d'essayer de faire leur histoire, de comprendre leur usage, c'est pénétrer aussi, autant que faire se peut, dans l'imaginaire que les femmes pouvaient avoir de leur intérieur. Donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure, et rejoindre ce que disait Eduardo, les sources, c'est vaste. Voilà. Et en effet, il faut aller au-delà de l'écriture. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir la discussion avec le public. Donc, votre période de prédilection, c'est le 19e siècle. Et moi, j'ai l'impression que c'est une période qui est extrêmement dure pour les femmes, si ce n'est peut-être la plus dure. Vous avez mentionné le Code civil napoléonien qui restreint encore plus, on va dire, le cadre juridique, le carcan juridique dans lequel les femmes peuvent évoluer. Donc, quel regard vous portez vraiment sur cette période du 19e siècle où les femmes, dans les milieux bourgeois, sont enfermées, dans les milieux ouvriers, c'est extrêmement compliqué également. C'est vraiment une période qui semble un peu effroyable pour les femmes. Oui, c'est une période de clôture, en effet. Le Code Napoléon, la famille, les gens les gens de cette époque essaient d'organiser la démocratie. Voilà. Alors, ils séparent rigoureusement le public et le privé. Le public, les hommes. Bon, pas de conteste. Le privé, on le confie aux femmes. Mais attention, quand même sous le contrôle des hommes. Code civil, par exemple. Mais ils essaient d'aller en ce sens, d'organiser la société en ce sens. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les femmes, elles s'emparent d'un certain nombre de choses. Elles émettent un certain nombre de revendications. Alors, le 19e siècle est très intéressant parce qu'il est profondément contradictoire. Il est contradictoire avec cette clôture, ces rôles, les femmes feront ça, elles seront là, etc. Et en même temps, comme malgré tout, c'est une société en route vers la démocratie, une démocratie donc qu'on ne voit pas encore très bien, mais qui est malgré tout reconnaissance des individus. Les femmes disent « et nous ?» Alors, est-ce qu'on n'est pas des individus ? Voilà. Autrement dit, dans les contradictions de la société, les femmes peuvent faire leur chemin, et c'est pourquoi le 19e siècle me paraît tellement intéressant. Tellement intéressant parce que, justement, il est à la fois clôture et chemin. Et quand on regarde quelqu'un que j'aime beaucoup, comme George Sand,
hein. C'est un exemple d'une femme qui a résisté à toutes les formes d'enfermement et en même temps était une grande créatrice, alors qu'on refusait aux femmes ce rôle tout à fait considérable. Merci infiniment, merci à vous deux, c'est vraiment passionnant, je vous écouterai pendant des heures, mais je pense qu'il faut garder quelques minutes pour notre public. Et puis, est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question ? J'imagine qu'il y en a plusieurs, hein, mais il faut bien commencer par un ou une. Poser une question à Michel Perrault ou Eduardo Castillo. Il a un micro, je pense. Oui. Ça fonctionne. Oui. Je voulais... C'est à moitié, ok, c'est bon. Je voulais savoir quel était votre regard d'historienne sur le présent et sur les luttes féministes actuelles. Aujourd'hui. Oui, mon regard sur les mouvements de femmes aujourd'hui, il est très ouvert. Hein. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'elles disent, ce qu'elles font, parce que le temps a passé, que les rapports hommes-femmes ne sont pas du tout les mêmes, hein, et par conséquent, d'abord, un regard de passion, de curiosité, si vous voulez. D'autre part, je rencontre tout de même, avec Eduardo aussi, beaucoup de jeunes féministes, et je les trouve très inventives, hein, très inventives. Elles ont franchi un certain nombre d'étapes qu'elles n'ont plus à franchir parce que c'est fait, hein, et par conséquent, elles sont plus hardies. Elles sont plus hardies parce que la ligne de démarcation, si l'on peut dire, s'est déplacée, et voilà mon regard là-dessus. C'est un regard solidaire, un regard ouvert et tout à fait intéressé. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez pour aller plus loin sur MeToo, par exemple? Oui, par exemple. Écoutez, MeToo, c'est quand même formidable, MeToo. Hein. MeToo, c'est formidable. Pourquoi ? Parce que, alors, d'une part, ça se situe dans une continuité. Je ne crois pas du tout que ce soit une révolution qui arrive maintenant. Je pense que la question du corps, dont nous avons déjà beaucoup parlé, elle existe depuis longtemps, et en particulier depuis les années 70. Mais là, avec MeToo, c'est pas un enfant si je veux, etc. C'est l'amour si je veux, la sexualité si je veux, quand je veux, comme je veux. Donc, c'est comme une frontière qui s'est déplacée pour donner aux femmes une plus grande décision dans leur vie physique, sexuelle, amoureuse, etc. Et puis, deuxième chose, MeToo, c'est intéressant en raison de l'importance des réseaux sociaux, bien sûr, mais ces réseaux sociaux dont on connaît l'ambiguïté. Hein, moi, je suis pas... Par moments, je suis très mesuré sur les réseaux sociaux. Mais elles ont quand même su, en l'occurrence, s'en emparer, hein, et communiquer entre elles, si bien que MeToo est devenu, non pas quelques centaines, quelques milliers, mais même des millions de personnes dans le monde. C'est quand même un changement majeur, absolument majeur. Quand on faisait des manifs dans les années 70, on rentrait, on disait... Oh, on était quand même bien 10 000 hein, dans la rue. Bon, on était très contents, très contents. Mais maintenant, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, vous parlez des avancées, mais ça suscite une autre question chez moi quand on parle de MeToo. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on voit maintenant des lois qui sont anti-avortement. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces lois qui me semblent pour moi un recul ? Bien sûr, c'est comment dire, ça montre que rien n'est jamais gagné, définitivement, hein, et que il peut
y avoir sur ces questions fondamentales des reculs, y compris dans des pays comme les États-Unis, hein, où on voit certains États américains qui remettent en cause le droit à l'avortement, qui est quand même un droit essentiel pour les femmes. Donc, vous avez entièrement raison, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais acquis, et il faut toujours se méfier. Il faut toujours faire très attention à ce qui se passe justement dans le monde de ce point de vue-là. Et je crois que vous, Eduardo, vous auriez des choses à dire sur l'Amérique latine. Oui, sur l'Amérique latine, mais pas simplement, même sur l'Italie. Le fait d'avoir une femme à la tête du gouvernement, ça n'empêche pas que les femmes aussi puissent avoir des reculs. Et vous parlez des États-Unis, il a un exemple très précis. Vous parlez de l'Amérique latine, le Mexique aujourd'hui, il a les droits à l'avortement. Donc des femmes mexicaines avant qui allaient demander de l'aide aux États-Unis, aujourd'hui ce sont les femmes texanes qui viennent demander de l'aide au Mexique. Donc c'est tout à fait étonnant. Et l'Amérique latine, ça dépend des pays. Le Chili, c'est très en retard, très en avance sur les questions LGBT, par exemple. La question de l'avortement, c'est un tabou. En Argentine, il y a eu des avancées, mais il a peut-être un prochain président qui va tout remettre en question. Donc, c'est partout pareil. Et en Europe, on parle d'Italie, mais ici, il y a la Pologne, ici, la Hongrie, et puis aussi, il y a d'autres pays qui ne sont pas les pays occidentaux, où il y a vraiment d'énormes reculs, comme on a parlé de l'Iran, l'Afghanistan, des choses comme ça. Donc c'est un combat global. Donc et c'est important de lier ça justement à ces combats globaux, et c'est un combat permanent et il faut toujours être attentif. Et c'est aussi un des buts de ces livres de garder toujours un œil par rapport aux évolutions politiques. Aujourd'hui, les curseurs politiques au niveau mondial est plutôt à droite, voire l'extrême droite. Donc c'est compliqué, il va falloir toujours faire attention. Oui, absolument. Et on n'a pas du tout parlé du féminicide. Hein. C'est un problème tout à fait intéressant. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il y a plus de féminicides maintenant qu'il n'y en avait autrefois. Hein. Simplement, on le nomme. On le nomme. Avant, pardonnez-moi, on tuait par amour. C'était des crimes passionnels. Voilà. Aujourd'hui, c'est... Oui, absolument. Oui. Le crime passionnel, quand un mari, au XIXe siècle, tuait l'amant de sa femme, il était toujours acquitté. Toujours. Parce que le crime passionnel était considéré comme normal à partir du moment où cette femme qui lui appartient hein, a un amant, il lui désobéit en quelque sorte, et là les hommes étaient toujours acquittés. Alors, la situation a beaucoup changé. J'ai rencontré ici une jeune femme, je ne sais pas si elle est là, qui va faire une recherche là-dessus à l'université de Genève. Et il y a beaucoup de choses intéressantes qui se... alors voilà, vous parliez des sources, mais voilà des sources judiciaires. Et les sources judiciaires sont extrêmement intéressantes parce que à travers les témoignages, à travers les actes, à travers tout cela, vous voyez arriver des choses que vous ne conceviez pas auparavant. Les sources judiciaires sont des sources très très importantes pour l'histoire des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, concernant les féminicides aussi, les changements aussi, depuis pas longtemps, ils commencent à prendre conscience aussi. La police, la justice dans différents pays... Il y a quelques temps, souvent, une femme allait porter plainte. Écoutez, essayez d'arranger ça avec votre mari, qui les jours d'après, il était assassiné. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est compliqué, mais il y a quand même quelques avancées. Il y a des pays qui ont fait des avancées très, très importantes, comme le cas de l'Espagne, où les féminicides, même si c'est énorme encore, ça a été divisé par deux, parce qu'au niveau politique, on a mis les moyens. Donc voilà, il faut toujours être attentif, mais les pouvoirs politiques aussi peuvent faire évoluer les choses. Et il faut écouter les femmes. Les problèmes, c'est toujours la question de la preuve. Et c'est toujours difficile, mais quand même, là, je me rappelle, lorsqu'on signait aussi au Salon du Livre à Paris, on a eu une femme policière, une femme gendarme, qui est venue et elle travaillait pour former leurs collègues. Donc c'est quand même quelques avancées. Et c'est important. Et il y a un mot, on n'a pas mentionné encore, qui est important pour les nouvelles générations, et c'est un verbe, c'est consentir. Aujourd'hui, justement, ça, et
un rapport amoureux, un rapport avec un homme, le fait de consentir, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans les rapports homme-femme. Je pense nouveau au niveau de ce qui était permis avant n'est plus permis aujourd'hui et c'est important aussi de voir que c'est peut-être une évolution positive de la société. Je souscris complètement à ce que vous venez de dire et vous auriez beaucoup à nous dire, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, de ce qui se passe en Espagne. C'est tout à fait intéressant, en effet. Et l'Espagne qui était autrefois, le machisme espagnol était considéré comme vraiment le contraire de ce qu'on peut désirer. Ils ont fait une véritable révolution dans les évolutions hommes-femmes, dont les histoires récentes, là, le baiser volé et la révolte des femmes, je dirais même, en France, on n'en voit pas l'importance. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter, et on en a parlé en effet beaucoup. Merci beaucoup. Il est temps de clore, malheureusement. Merci infiniment. Cet ouvrage, Le temps des féminismes, est vraiment tout à fait essentiel. Et Michel Perrault le dédicacera sous la grande tente d'ici quelques minutes et jusqu'à 17h. Donc n'hésitez pas. Surtout, c'est vraiment un ouvrage extrêmement bien écrit, très facile à lire et qui résume vraiment de manière passionnante votre vie aussi et votre œuvre. Donc merci beaucoup à vous deux. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci. Merci à vous et nos sincères remerciements vraiment du fond du cœur aux organisateurs et organisatrices de ce magnifique salon de Vouges. Vraiment, merci. Et merci à vous, Adélaïde, aussi. C'était Le temps des féminismes avec Michel Perrault et Eduardo Castillo, enregistré le samedi 2 septembre 2023 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.